Bonjour Internet, ici Guillaume et comme chaque année, comme une petite tradition, nous allons faire tout simplement le top 10 des meilleurs films de 2021. Mon top 10, absolument objectif, mais ça peut vous donner peut-être quelques idées. Mais aussi comme chaque année, il y a deux particularités. Ouais, pas qu'une. La première des particularités, c'est que ce n'est pas un top 10, j'ai pas réussi à avoir 10 films indiscutables à mettre dans mon top, que j'ai vraiment apprécié de tous les temps, mais 9. C'est quand même déjà pas mal. Et puis l'autre petite particularité, c'est que certes il y a 9 films, mais on va en parler de 13, puisqu'il va y en avoir 4 que j'ai pas réussi à catégoriser comme des films vraiment. Enfin que je peux mettre dans un top film. C'est un peu complexe comme ça, mais vous allez très vite comprendre. Je vais parler de 13 films, tout simplement. Et pour ces films qui sont un peu hors cadre, c'est comme ça que je vais les appeler, hors cadre, c'est tout simplement que dans leur contenu, ou bien dans la façon dont ça a été présenté, la façon dont ça a été diffusé, construit, comment ça se présente à nous, ben c'est hyper flou. En tout cas, c'est hyper flou pour moi. Et ça reflète un petit peu aussi comment sont ces dernières années par rapport au cinéma, puisque on ne sait plus trop parfois si on assiste à un objet de cinéma, un film, ou autre chose. Et cette autre chose est encore à définir, quoi. Bref, commençons par un film hors cadre, comme ça vous voyez de quoi je parle. Et premier film hors cadre, c'est Matrix Resurrections. Alors, Matrix Resurrection, ça vient d'une série de films qui passait au cinéma, mais pourtant, et ça a été hyper clivant, et ça l'est toujours aujourd'hui, on se retrouve avec un truc un peu chelou, un peu flou, puisque ça n'atteint pas les attentes, en tout cas de certaines personnes. Ça en comble certains, c'est assez bizarre. Je vous renvoie bien évidemment à notre chaîne Twitch avec Adrien Clément qui s'appelle Les Dipôles, où nous avons passé 1 heure à finalement opposer nos avis par rapport à ça. Bon, attention, c'est des avis à chaud. Là, j'ai un peu plus de recul, même si je ne l'ai vu qu'une fois, et j'ai personnellement passé un assez bon moment, même si objectivement, on est vraiment très très loin de ce que peut nous proposer Lana Wachowski en termes de mise en scène, tout simplement. Là où il y a un gros problème avec Matrix, c'est pour ça que j'arrive pas à le mettre dans un top, même dans un flop, c'est que volontairement, et complètement à l'opposé du premier Matrix, j'ai l'impression qu'il n'y a aucun dialogue qui se fait avec l'histoire du cinéma. Là où le premier Matrix faisait référence, en tout cas, à des choses assez récentes à l'époque, qui était l'avènement du manga, de l'anime japonais en Europe et aux États-Unis, ou alors même carrément des films de kung-fu, sans compter bien évidemment l'espèce d'esthétique un peu nerd, techno, qui va bien avec l'époque. Pour ce quatrième, par contre, eh bien, ça ne fait que dialoguer avec la propre franchise. Et en fait, c'est ça qui fait que ça marche ou ça marche pas. C'est-à-dire que du coup, je ne recommande pas du tout d'aller voir Matrix Resurrection si vous n'en avez rien à foutre de Matrix, par exemple. Par contre, si vous aimez la trilogie initiale, et je dis bien la trilogie, pas forcément que le premier film, il y a beaucoup de jeux qui est fait avec le spectateur et qui est très intéressant. Et c'est là aussi où du coup je le mets hors cadre, ce film, puisque finalement tu te retrouves à être remis à ta place de spectateur, à réfléchir par rapport à ça. Et si tu acceptes le jeu que t'es donné par le film, bah, c'est hyper galvanisant en fait. C'est hyper intéressant. T'es toujours stimulé tout le long à se demander où elle veut en venir. Et j'irai pas plus loin parce qu'on va sûrement faire un live complètement spoil. Donc voilà, c'est un peu chelou, c'est très mal filmé, toutes les scènes d'action sont absolument ratées, mais t'as l'impression que c'est une intention aussi, c'est très bizarre. Donc voyez Matrix Resurrection, faites-vous un avis. Moi j'ai l'impression qu'on n'est pas tellement dans un film, mais plutôt dans une espèce d'hors-série. On est dans une espèce de catégorie qui a amené aussi les Marvel et l'avènement des séries, en tout cas dans la consommation du visuel qu'ont les spectateurs, qui fait que ben oui, j'ai l'impression que c'est un hors-série et pas tellement un film, qui est pas tellement une suite, qui est pas tellement un remake, qui est pas tellement un reboot. C'est un truc un peu chelou et si vous êtes tenté par cette expérience, parce qu'il y a quand même des intentions, il y a quand même des choses qui sont proposées aussi pour un autre style de Matrix, où t'as l'impression d'arriver avec une BD hors-série écrite par un autre scénariste et dessinée par un autre dessinateur. Très chelou.
Et maintenant, on passe vraiment au film que j'ai apprécié cette année, puisque je vais vous parler de Don't Look Up d'Adam McKay, qui est un film qui est sorti vraiment à la toute fin de l'année sur Netflix, et même présenté comme le film de Noël de Netflix. Là où en fait, c'est pas un film qui brosse dans le sens du poil, puisque Don't Look Up raconte tout simplement l'histoire de deux astronomes qui découvrent qu'une météorite assez immense va s'exploser sur la Terre et bien sûr provoquer l'extinction de la race humaine. À partir de là, ils vont essayer d'alerter les plus grandes autorités et tout ça, et puis ils se retrouvent devant un mur quand même assez incroyable de déni. C'est d'ailleurs le sous-titre en français, je crois que ça s'appelle le Sacré Déni ou un truc comme ça, c'est vraiment un peu nul. Et donc vont essayer de batailler pour expliquer que ils sont scientifiques, c'est la vérité, et arrêtez de croire les gens qui vous disent des trucs contraires. Bref, beaucoup de choses sont brassées dans ce film. C'est un film qui a été tourné notamment pendant la pandémie, le début de la pandémie du coronavirus. Et on voit très bien que ça a influencé tous les traits d'humour, puisque, en effet, si vous regardez la bande-annonce de Don't Look Up, très sincèrement, c'est beaucoup moins drôle que ce que le film est vraiment. On rigole quand même souvent. Et ce qui est intéressant dans le cinéma d'Adam McKay, et c'est pour ça que je l'ai mis dans mon top, parce que je suis assez client en fait de son cinéma, parce qu'en fait on navigue entre plusieurs dimensions d'émotions et parfois qui s'entrechoquent. C'est-à-dire que dans une même scène, on peut être complètement hilar de ce qui se passe et en même temps avoir une profonde angoisse, mais genre bien forte quoi. Et Don't Look Up, c'est vraiment ça, c'est le grand 8 un petit peu des émotions. C'est souvent drôle, mais quand c'est drôle, il y a souvent le revers de main derrière où on te dit waouh. Et donc voilà, super film où on passe vraiment tout le long à suivre ces personnages, à suivre le propos d'Adam McKay, que certains diront un peu orienté, mais en vérité, on est toujours orienté. Tu peux pas être objectif avec ces choses-là, et je trouve que c'est plutôt pas mal d'afficher un peu son truc. C'est de l'humour SNL, c'est DiCaprio qui pète un câble type le film de... Ah, je l'ai plus. Il pète un câble type Network de Sidney Lumet. Ça y est, ça m'est revenu. C'est aussi beaucoup de blagues très potaches. C'est le cul de Meryl Streep à la fin. Regardez Don't Look Up. C'est potache, c'est satirique, ça fait du bien. En vrai, ça fait du bien. Et numéro 8, Boîte Noire de Yann Gozlan. Boîte Noire raconte l'histoire d'un acousticien, un analyste acousticien, qui travaille pour l'aéronautique française et qui est là pour en fait faire des enquêtes sur les crashs, les dysfonctionnements qu'il peut y avoir dans les avions. Et donc le film démarre par un gros crash qui se passe, je ne sais plus où, il est un peu loin le film quand même. Mais en tout cas, il y a le personnage de Pierre Ninet qui va se retrouver petit à petit à devoir enquêter et à être obsédé par cette enquête et savoir ce qui s'est vraiment passé, là où c'est un mystère total pour absolument tout le milieu de l'aéronautique français et de sécurité nationale. Première chose super intéressante d'un Boîte Noire, c'est la réalisation de Yann Gozlan, qui est vraiment un féru de genre, ou en tout cas qui connaît ses gammes, et qui nous propose plusieurs scènes quand même assez impressionnantes, pas forcément dans le budget employé, les effets spéciaux ou quoi que ce soit, mais juste dans les idées de mise en scène. Ça fait vraiment plaisir de voir un film où on est juste hyper excité de ce qu'on est en train de voir au niveau de la caméra, du mouvement de caméra. Je pense notamment à une séquence qui est quand même hyper payante vers le milieu du film, où le personnage de Pierre Ninet va essayer de se représenter spatialement qu'est-ce qui s'est passé dans cet avion, là où lui, il n'entend que le son en fait, par le biais de la boîte noire. Oui, j'ai oublié de vous dire, il chope une boîte noire. Deuxième truc, ça dépeint un milieu qu'on ne voit jamais dans le cinéma français, et même très rarement dans le cinéma mondial. Je dirais même il n'y en a pas du tout, au moins, en tout cas, exprimé de cette façon, détaillé de cette façon. C'est l'aéronautique français et aussi le milieu des hauts fonctionnaires de l'État, que je trouve qui est dépeint de manière très réaliste, très détaillée et très intéressante. Du coup, on est vraiment fasciné par comment les jeux politiques se font là-dedans et tout. Et puis, troisième truc, tout simplement que c'est un super film. C'est un super film, on passe un super moment, on est dans une histoire qui en tout cas prend
la logique du thriller paranoïaque, du thriller obsédant. On se retrouve dans la suite logique de Blow Up, de Blow Out, de Conversation secrète. Moi, je pense beaucoup à Conversation secrète quand je vois ce film-là. Et donc, du coup, ça fait vraiment plaisir de revoir ce style de film qui est quand même assez propice avec notre époque et dont le seul garant encore aujourd'hui est David Fincher. Et on pense beaucoup à David Fincher en regardant ce film. On pense à Zodiac, par exemple. Le personnage de Pierre Ninet s'apparente beaucoup à celui de Jack Gyllenhaal. Donc voilà, si vous voulez vous regarder un très bon film français avec un sujet qui vous prend pas pour un con, en fait, c'est tout le long quand même, on est là à essayer de comprendre tout ce jargon assez complexe qu'il y a dans ce milieu-là. Je mettrai quelques réserves sur le fait que dans le cinéma de genre français, on est toujours un peu obligé de faire une espèce de mise en scène qui tire vers le fantastique pour dire « Hey, moi aussi j'aime le cinéma qui est juste sensitif ». Je pense qu'il n'y avait pas besoin, mais ça fonctionne de ouf. Donc voyez Boîte Noire, c'est super bien, on passe un super moment, et on passe au numéro 7. Et non, on passe au hors-cadre numéro 2. Et j'ai plus de batterie sur mon téléphone. Et nous passons au hors-cadre numéro 2 avec un film de cinéma, là il n'y a pas de doute, c'est West Side Story de Tonton Spielberg. West Side Story est extraordinaire. En termes de mise en scène, on en prend plein la gueule tout le long. Dès le début, dès l'introduction, dès la première scène, waouh, ça nous replace vraiment qu'est-ce que c'est que du grand cinéma. Mais si je le mets hors cadre, c'est parce que je comprends pas l'intention. Je comprends pas pourquoi remaker ce film. Je le comprenais pas déjà avant, et même en terminant le film, je me suis dit mais ça n'a aucun sens d'avoir mis autant de fric là-dedans, d'avoir autant usé sa mise en scène pour Spielberg, d'avoir mis autant de lui là-dedans. Je pense qu'il y a quelque chose à avoir avec sa propre histoire à Spielberg, mais pour les spectateurs, et du moins moi, j'ai trouvé que c'était anachronique. Le fond du film, la manière dont il est confectionné, et je ne parle pas de la mise en scène, de la machinerie et tout ça, je parle notamment du casting, c'est-à-dire que le couple, Ansel Elgort et la petite nouvelle dont je ne sais plus le nom, puisque c'est son premier film, leur manière de jouer, leur manière d'être présentés, et puis c'est l'histoire qui veut ça aussi, enfin l'histoire où ils essayent de vraiment la suivre et en même temps en mettant un petit fond. Il y a quelque chose dedans qui fait anachronique, qui résonne pas, je trouve, avec l'époque actuelle, même s'il s'efforce quand même de mettre des thèmes dedans. Et en même temps, de l'autre côté, vous avez devant vous ce que c'est un film. Et je le mets hors cadre pour cette raison. C'est-à-dire que regarder un film et s'apercevoir que c'est un film, est-ce que c'est pas déjà plus un film? Voilà, West Side Story, hors cadre. Regardez-le. Faites-vous votre avis. Moi, je sais pas. Je sais toujours pas. On en a parlé en live avec Adrien Clément, si vous voulez voir un peu nos avis. Pour le coup, on était tous les deux plutôt d'accord dessus. Et on passe d'un film qui m'a fait douter de mon appréciation des comédies musicales, où je me suis dit, ouais, ça me gonfle un peu, en fait, les comédies musicales. Eh ben non, puisque numéro 7, il y a Tic Tic Boom de Lin-Manuel... On va regarder, hein. Lin-Manuel Miranda. Ah, premier film, c'est quelqu'un qui vient aussi de la scène de Broadway, je crois. Hein. C'est quelqu'un qui était metteur en scène à Broadway. Et Tic Tic Boom est tout simplement, comme vous l'aurez compris, une comédie musicale avec Andrew Garfield, qui est sorti lui aussi sur Netflix, et uniquement sur Netflix, et qui est un film très intéressant puisque ça prend une autre branche, on va dire, de la comédie musicale type Broadway, c'est-à-dire la branche qu'a inventé tout simplement cet auteur, hein, je pense, hein, qui est la branche beaucoup plus réaliste, qui parle de thèmes qui sont individuels, qui sont plus terre à terre, moins dans une espèce de grande élégie comme ça, de grands thèmes, comme peut l'être West Side Story notamment. Puisqu'on suit dans ce film, et c'est ça le plus important pour moi, en dehors du côté comédie musicale, c'est que nous suivons un artiste en proie au doute, qui essaye de créer, dont le monde lui dit ne crée pas, en fait, reste dans ton coin, et qui continue quand même, comment tu gardes la foi, comment tu restes tout simplement avec tes créations, quelle est l'appréciation des autres, qu'est-ce que tu cherches là-dedans.
Bref, tout plein d'éléments que nous pouvions voir, notamment dans ce chef-d'œuvre qui est All That Jazz de Bob Fosse, avec un côté beaucoup plus félinien dans le film de Bob Fosse. Là où ici, nous sommes avec une forme qui, pour le coup, colle beaucoup plus avec l'époque. Là où c'est un film qui se déroule dans les années 90. Il y a plusieurs points positifs dans ce film, et ça va pas être les chansons en premier, pour moi, puisque bon, c'est un style qui me gonfle en fait au bout d'un moment, c'est-à-dire que je n'ai rien contre les chansons quand elles arrivent, je suis même plutôt ah super une chanson, ça va danser, ça va chanter, mais au bout de 5 minutes où les mecs et les nanas répètent à longueur de temps les paroles, je suis là à me dire vous pouvez pas enchaîner, ça serait bien. Donc c'est pas les chansons dans les points forts, par contre vous avez Andrew Garfield qui, il va falloir quand même s'en apercevoir au bout d'un moment, est un putain d'acteur qui emporte tout sur son passage. Là, clairement, le film marche parce que on est avec lui, parce que il nous prend par le col, il nous dit je suis là, j'existe. La réalisation, comme je l'ai dit auparavant, qui pour un premier film est très inventive, avec le peu de moyens aussi, puisqu'il y a quand même quelques moments où avec un œil, on va dire de technicien, on voit que ça a été tourné très rapidement, quoi. Mais il y a cette espèce voilà, d'engouement, d'émotion comme ça qui monte et qui est complètement raccord avec ce que raconte le film. Donc regardez Tic Tic Boom, plein de super morceaux, beaucoup plus étonnant qu'on ne puisse penser, puisque c'est un film qui est construit narrativement de manière très étonnante. C'est-à-dire qu'on ne s'attend pas en fait à comment ça se déroule. Je veux pas spoiler, il faut que vous le regardiez si vous l'avez pas vu. Voilà, donc Tic Tic Boom, c'est sur Netflix. Si vous avez Netflix, regardez-le, sinon il y a d'autres moyens. Hein. Je dirais rien. Et on passe au numéro 6 avec Illusion perdue de Xavier Giannoli. Alors, deuxième film français de ce top, de ces recommandations, des films que j'ai appréciés cette année. Et là, nous avons affaire à un film français vraiment dans la confection, puisque c'est un film historique. Et en fait, en voyant Illusion perdue, je me suis juste dit, putain, ça fait combien de temps que j'ai pas vu de film historique à ce point bien fait, qui viennent d'une production française. Parce que une des premières choses qui vraiment frappe en regardant Illusion perdue, c'est le soin apporté à tous les micro-détails de ce qu'était Paris au 19e, si je ne m'abuse, je crois que c'est au 19e, et comment en fait tout sonne juste. Il y a vraiment un savoir-faire chez Xavier Giannoli que très peu de cinéastes en France, voire c'est le seul, à avoir en fait de gérer autant de figurants, autant de décors, autant de lieux, de tournage, d'acteurs aussi, de troupes d'acteurs. Car ça, c'est le deuxième point hyper positif d'Illusion perdue, qui est une adaptation du livre de Balzac, que je n'ai pas lu, hein, bien évidemment, qui est l'histoire tout simplement d'un ambitieux qui arrive à Paris, un poète un peu dans les nuages, et qui commence à faire naître une ambition chez lui en devenant journaliste pour un peu de la presse des torchons quoi, de l'époque qui amenait des rumeurs et des choses absolument fausses sur la place publique et qui faisait vendre. Et donc on voit dans ce film la petite politicard qui est au milieu de ça, comment se fait la société cynique qu'on a aujourd'hui, puisque le film, comme tout bon film historique, fait un parallèle avec aujourd'hui. D'ailleurs, il y a beaucoup de clins d'œil très marrants par la mise en scène que Xavier Giannoli nous fait. Je pense notamment à un moment où ça parle d'informations qui vont plus vite que l'éclair, et qu'ils vont plus vite que l'éclair parce qu'ils utilisent des pigeons voyageurs, et quand il y a le pigeon voyageur, c'est tout simplement le logo de Twitter. Donc voilà, très drôle. Et Xavier Giannoli, c'est le point fort aussi de ce film, hérite tout simplement de la construction de Balzac, la construction des personnages, la construction d'intrigues, qui nous tient en haleine du début à la fin, interprété par une bande d'acteurs et d'actrices formidables, vraiment. Pourtant, j'avais un petit doute sur Xavier Dolan. Je ne sais pas si vous avez vu la bande-annonce, mais il y a Xavier Dolan dedans. Et pourtant, il tient son rôle mais parfaitement. Et vraiment, j'ai envie de le revoir au cinéma, faire ce genre de rôle. Benjamin Voisin, vous en avez pu en entendre parler, notamment par moi, en parlant de La dernière vie de Simon. S'il n'a pas le César du meilleur espoir, au moins, c'est qu'il y a un petit souci, parce qu'il a un charisme de ouf et qu'il arrive à passer plusieurs strates de son personnage. C'est vraiment un héros balsacien vraiment parfait. Bref, plein d'acteurs, ça joue, c'est rigolo, c'est exaltant,
c'est intriguant, ça dit des choses sur la société. Bref, c'est un super film, vraiment un très gros film, peut-être un des meilleurs films français de l'année. Voyez Illusion perdue, ne passez pas à côté, vous allez vraiment prendre un sacré plaisir, ne serait-ce que de rentrer dans cet univers-là, du 19e. Et numéro 5, The Last Duel, le dernier duel de Ridley Scott. Alors là, moi j'étais sur le cul, je m'attendais pas du tout à prendre autant mon pied devant ce film, puisque Ridley Scott, ça fait quand même plusieurs films où je suis un peu en doute de est-ce qu'il a pas perdu la tête, puisqu'il commence à être un petit peu âgé, est-ce qu'il en a peut-être un peu rien à foutre, peut-être du cinéma aujourd'hui. Et pourtant dans Last Duel, il y a une vraie envie, et ça se traduit tout d'abord par alors un parti pris, que certains ne peuvent peut-être pas aimer, dans les costumes, dans les perruques, parce qu'on voit que c'est des perruques quand même, mais en tout cas dans le look des personnages, dans le look que donne Ridley Scott au médiéval, parce que bien évidemment je vais pas douter de la véracité des événements qu'il y a là-dedans, mais on sent bien qu'on a affaire à un cinéaste du look, quelqu'un qui aime bien travailler son image, même si ce n'est pas vrai. Donc ça c'est un parti pris, et c'est quelque chose que moi j'ai apprécié vraiment, j'ai aimé me plonger là-dedans, avec bien évidemment ces trois acteurs, que sont Matt Damon, qui est toujours bon, Matt Damon, il est toujours bon dans les films, c'est incroyable, Adam Driver, qui est toujours bon dans les films, c'est assez incroyable, et Jodie Comer, qui est une révélation totale pour moi, qui est une actrice, mais elle est incroyable. Elle est absolument incroyable. J'ai découvert après qu'elle était dans une série où elle joue une tueuse en série. Tiens, c'est marrant, série, tueuse en série. Enfin, tueuse professionnelle, et elle est incroyable. Elle a un jeu incroyable. Bref, avec ces trois acteurs, le soin apporté à tout ça, déjà, moi, j'étais hyper comblé. Mais là où ça a fait le petit plus, qui fait que ce film est dans ce top et assez bien placé, c'est la narration. Alors, je vais spoiler un tout petit peu. C'est que, en gros, ça prend une logique de Rashomon de Kurosawa. C'est-à-dire que nous avons affaire, dans ce film, à une affaire de l'époque, une affaire de viol, tout simplement. Et au lieu de nous expliquer l'histoire de A à Z, avec le procès final et tout, eh bien en fait, on l'a 3 fois, par les 3 points de vue. Celui du mari, celui de l'amant et celui de la femme, la victime. Et c'est très intéressant puisque du coup, par ce biais de narration, le film tout d'un coup dialogue avec notre époque actuelle. Certains m'en diront que c'est un peu grossier, que c'est un peu nanani nanana. Dans plusieurs années, on reverra ce film-là et on se dira que c'était peut-être un des films qui exprimait le mieux la complexité de toutes ces affaires et de faire ressortir, entre guillemets, ces choses-là. Et notamment dans le mensonge qu'apporte souvent la loi par rapport à tout ça. Je m'arrête là. The Last Duel, c'est très intéressant. C'est le style qu'il y a dedans. Ça vous plaît pas, il faut quand même le voir. C'était un super film à voir au cinéma. Sûrement très bien à la télé aussi. Mais il fallait le voir au cinéma, je pense. On passe à la suite. Et hors cadre numéro 3, vous commencez à vous habituer. En fait, c'est un peu une liste parallèle où je peux pas vous dire si c'est hyper bien ou hyper mauvais. C'est une espèce de truc qu'il faut le voir. Et là, pour le coup, pendant longtemps, c'était mon top 1 en fait, dans ma liste des top films, jusqu'à que je me pose la question si c'était vraiment un film, finalement. C'est Inside de Bo Burnham. Bo Burnham est un comique, un stand-upper à la base, qui a son style très particulier, où en fait il fait beaucoup de chansons sur scène, où il joue avec le 4e mur, avec le 5e, le 6e mur, constamment, et toujours dans un humour assez agressif, assez passif-agressif, où il se fait du mal devant nous, et il nous fait du mal aussi, et puis après il retombe sur ses pattes. C'est un style très particulier. Et Inside devait être à la base, je dis au passé parce que voilà, devait être à la base en fait un nouveau spectacle, un spécial, comme on dit, destiné à Netflix, tourné devant un public, mais il y a eu le Covid, il y a eu cette pandémie. Et donc du coup, Bo Burnham le montre dans le film qu'il décide du coup de tout faire à l'intérieur dans une petite pièce où il va essayer de faire son spectacle, ses sketchs. Et là où le flou se fait, c'est que lui-même considère ce truc comme du contenu. Et lui-même se pose la question dans ce film de qu'est-ce que je suis en train de faire en fait? Est-ce que c'est une introspection? Est-ce que c'est un vrai spectacle? Est-ce que c'est un film? Est-ce que c'est une vidéo YouTube rallongée? C'est tout à la fois. Et c'est un film qui du coup
très compliqué à... D'ailleurs, je dis film, mais c'est très compliqué à exprimer ce que ça provoque. C'est à la fois très drôle, très dérangeant, puisqu'on voit quand même la déliquescence d'un être devant nos yeux, quelqu'un qui tombe petit à petit dans la dépression. C'est une performance d'acteur assez inouïe, et ce que ça raconte peut vous habiter quand même longuement, très longtemps, comme ça me l'a fait pour moi. Et on assiste en fait à une sorte de nouvel humour, de nouvelles formes. Et ce que je peux juste conclure, c'est que ça fait extrêmement plaisir de voir une liberté artistique à ce point. Et que j'ai envie d'en voir d'autres. Mais je sais pas si c'est un film. Voilà, Bo Burnham, Inside, regardez. Pour moi c'est un chef-d'œuvre, mais je sais pas de quoi. Et on retombe sur nos pattes dans les films qui sont vraiment des films. Putain, ça commence à devenir compliqué la vie quand même. Vous ne trouvez pas? Numéro 4, Last Night in Soho de Edgar Wright. Alors Last Night in Soho a été absolument mal distribué en France, mais je l'ai quand même vu. J'ai quand même réussi à le voir, yes, dans une séance à 21h. Assez improbable. Et que vous dire sur ce film? Il a un peu divisé les gens. Puisque les gros fans d'Edgar Wright n'ont pas eu quand même autant qu'ils souhaitaient dans ce film. Ou du moins, ils ont trouvé qu'il y avait un trop-plein. Et pourtant, c'est ce trop-plein qui est dans Last Night in Soho qui, pour moi, provoque des émotions assez étranges, assez nouvelles même, j'ai envie de dire. Puisque Last Night in Soho raconte l'histoire d'une jeune nana qui sort de sa campagne pour aller dans le grand Londres pour suivre des études de mode. Et dans le petit appartement qu'elle loue à une vieille dame qui sous-loue en fait une de ses chambres, elle va commencer à avoir accès au monde d'avant, des années 60, où elle va traverser et découvrir la vie d'une jeune starlette de l'époque, interprétée par... Il y a beaucoup trop de noms à retenir quand je fais un top 10, donc déjà que j'ai du problème à la base. Interprétée par l'actrice qui est dans The Witch, quoi, qui est incroyable, qui est dans Le Jeu de la Dame, là, qui a cartonné. Voilà. Et donc, elle suit tout ça et elle va commencer à enquêter entre rêve et réalité sur qu'est-ce qui est arrivé à cette femme et elle, comment elle va réussir à survivre dans la jungle d'une grande ville, une capitale européenne. On a affaire à un film qui fait bien évidemment référence au giallo et à toutes ses sous-catégories ou catégories annexes. Je vais pas m'attarder dessus, mais c'est très intéressant toujours ce que fait Edgar Wright de l'histoire du cinéma dans ses films. Il crée des ponts à la manière de Tarantino aussi. Et en même temps, on est dans un film comme toujours chez Edgar Wright, j'allais dire de plus en plus, mais en fait c'est toujours chez Edgar Wright qui est très personnel en fait. Puisque c'est lui-même quelqu'un qui est un transfuge de la campagne, qui est arrivé dans une très grande ville. Et c'est là où je vous dis qu'il y a une émotion qui naît très particulière, très propre à ce film, puisque on est à la fois dans l'empathie totale de ce personnage à essayer de survivre au milieu de cette jungle terrible qui est Londres, et en même temps on est dans le truc psychanalytique, dans l'aspect psychanalytique qu'il peut y avoir dans les giallo et dans les films d'horreur type giallo. Du coup, on se pose la question aussi en tant que spectateur, et puis on a vraiment des émotions contradictoires, puisque le film va à la fois totalement dans ce qu'on attend, et en même temps fait un petit pas de côté qui crée le malaise, un truc vraiment dérangeant en fait. Ça se reflète notamment dans le jeu des acteurs, qui est toujours très bon, mais qui parfois est un peu à côté par rapport à la lumière. Celui qui a fait la photo de ce film est le directeur photo de Park Chan-wook, notamment sur Mademoiselle. Ça fait toujours plaisir. La musique, comment elle est utilisée aussi, puisque tout le long, Edgar Wright fait plaisir les amateurs de musique, du moins du rock anglais des années 60, puisque la BO n'est constituée que de ça, et de petites perles à trouver à droite et à gauche. Mais toujours, le film, Edgar Wright, va pervertir ces chansons des années 60 pour les rendre grinçantes, pour les rendre un peu sales. Tout est dit déjà dans la bande-son de ce film. Bref, je vais essayer de pas trop m'attarder à chaque fois sur les films, mais voyez Last Night in Soho, essayez de vous le procurer. Vous le verrez sûrement un peu tardivement par rapport à sa date de sortie, c'est normal.
Ça a été très compliqué de le voir quand il sortait au cinéma. Pour ma part, il est resté quasiment qu'une semaine et à des horaires pas possibles. Mais en tout cas, ne le loupez pas, c'est très inspirant déjà comme film et comme je vous ai dit, des émotions très cheloues. Ça va devenir culte ce film. On passe à la suite. Et numéro 3 dans ce top des meilleurs films de l'année, Benedetta de Paul Verhoeven. On parle de films clivants depuis le début. On parle de vieux cinéastes qui ont un regain d'énergie tout d'un coup. Benedetta, c'est hyper clivant et en même temps c'est hyper galvanisant. Ça a divisé beaucoup de gens puisque il y a un truc qui se passe dans ce film entre le kitsch et le véritable film classique auquel on s'agenouille devant, quoi. Et ça, ce qui est marrant, c'est que, enfin en tout cas, ce qui moi m'a vraiment enthousiasmé pendant que je le regardais, c'est que du coup, on arrive avec un cinéaste qui a tellement de bouteilles que sa forme explique son fond et inversement. Dans ce choix de faire à la fois du profane et du sacré, eh bien c'est tout Verhoeven qui est là, tout simplement. On rigole assez régulièrement de la manière dont les personnages jouent, de la manière dont l'histoire aussi se déroule, et la manière dont c'est filmé parfois. C'est-à-dire qu'il va te poser des cadres absolument, si on y regarde de plus près, très bien composés, mais un peu plats, pas très dynamiques, alors que Verhoeven est quand même réputé pour ça. Et il va se passer un truc à l'intérieur complètement atonal. Et cette espèce de liberté que prend Paul Verhoeven avec l'histoire, avec le respect et tout ça, est très intéressant à regarder, puisque pour un cinéaste qui a 80 ans, quasiment, il y a quelque chose de beaucoup plus marrant que dans n'importe quel film fait par quelqu'un de plus jeune sur le même thème. On retrouve ici vraiment un truc où on s'amuse en fait, on s'amuse en regardant cette histoire, qui est pas simplement une histoire un peu comme ça superficielle, mais qui raconte de vraies choses très intéressantes, très profondes sur l'humanité. Et la vision qu'a Paul Verhoeven de l'humanité est toujours très caustique, très rieur. Il se moque un peu de nos défauts, et en affichant les défauts comme ça, en plein la face, je pense qu'il se dit que c'est la meilleure façon d'être dans l'empathie, en fait, de comprendre l'autre. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur Benedetta, j'aimerais bien m'y attarder un peu plus. C'est un film que j'ai vraiment beaucoup apprécié et que je trouve fascinant, et qui est pour moi l'équivalent quasiment de Showgirls, mais dans le film de nonne, on va dire. Voilà, donc si Showgirls a trouvé son public au bout de 15-20 ans, Benedetta le trouvera aussi, bien que sa forme paraît un peu datée au départ. Mais en fait, il y a plein de fulgurances assez incroyables dans ce film. Donc regardez Benedetta, faites-vous un avis. Ne le prenez pas au sérieux. De toute façon, dès le début du film, on vous fait comprendre que c'est pas sérieux. Et en même temps, ça l'est complètement. Open your mind. Et numéro 2, on approche petit à petit de la fin de ce top. Madres Paralelas de Pedro Almodóvar. Ce film, je l'ai revu encore hier. Ça faisait la deuxième fois que je le voyais. C'est un film que je n'attendais pas du tout finalement. J'avais bien entendu envie de voir le prochain Almodóvar, tant c'est assez intéressant ce qu'il fait ces derniers temps avec les derniers films qu'il a montrés. Et je trouve que, à l'instar de Paul Verhoeven avec Benedetta, ou encore Ridley Scott avec Last Duel, eh bien on a devant nous une œuvre de maître dans tout ce qu'elle a d'humble en fait. Dans Madres Paralelas, tous les segments, tout ce qui fait Pedro Almodóvar y est, mais de manière très calme, très apaisée. Et le fond qu'il veut nous faire nous exhumer, si vous avez vu le film ou si vous comptez le voir, vous comprendrez pourquoi je dis ça, eh bien arrive de manière très... Mais en le revoyant une deuxième fois, je me suis dit, mais c'est vraiment de l'orfèvrerie pour amener le spectateur à cette émotion et à ce fond, là où la prémisse de ce film, qui est tout simplement un échange de bébés à la maternité entre deux mères, et bien tout ça en fait amène à tout le discours qu'il y a derrière, toutes les petites scènes qui sont derrière, qui ont l'air anodines comme ça, et qui en fait amènent à une vraie réflexion sur l'histoire de l'Espagne. Et oui, sur qu'est-ce que c'est une famille, qu'est-ce que c'est que la tradition orale, qu'est-ce que veut dire filmer des choses, continuer à raconter des histoires. Et c'est hyper touchant, c'est hyper bien interprété, les couleurs sont formidables. Il y a un travail sur le numérique qui est fait par Pedro Almodóvar depuis quelques films,
qui est très intéressant, puisque c'est un cinéaste de la couleur, et enfin, pas enfin, mais c'est un des rares à travailler la couleur avec le numérique, là où depuis que le numérique est arrivé, il dirait que tout est flat, tout est absolument gris et terne. Donc voilà, si vous aimez Pedro Almodovar, foncez, regardez ce film, c'est un petit bonbon, et aussi très important dans le dialogue qu'il fait avec sa propre filmographie, mais aussi avec l'époque actuelle. Et sinon, laissez-vous tenter. Je dirais même peut-être regarder Rullieta dans ses derniers films dans un premier temps, mais Madres Paralelas, c'est... voilà, moi j'adore. Hein. J'adore Pedro Almodovar, j'adore ce film. Je trouve que c'est un film qui, au fur et à mesure des années, va prendre du galon, lui aussi. Mais qui, à l'heure actuelle, eh ben, on a un peu brouillé, on a un peu trop de choses à voir. Et nous passons du coup au dernier hors-cadre, le meilleur hors-cadre de l'année, puisque c'est Get Back de Peter Jackson. Alors, vous allez me dire, c'est pas un film, ça c'est sûr, c'est pas un film, puisque Disney Plus l'a présenté comme une série, avec épisodes 1, 2 et 3. Mais c'est oublié qu'au départ, c'était prévu comme être un long film, pas aussi long que ça, puisque là on a quand même 9 heures de programme. Et d'ailleurs, Peter Jackson raconte dans les interviews que c'est le format qui est parfait, qu'il voulait vraiment. Mais à la base, c'est vraiment pensé pour un truc qu'on allait voir en salle. Et si je parle de ça, c'est parce qu'il y a dans Get Back, au-delà du fait que je suis tellement amateur des Beatles, je suis même fan des Beatles, que en effet, c'est inouï et c'est génial, on découvre plein de trucs et tout. Mais au-delà de ça, en fait, il y a vraiment un travail qui est fait sur l'immersion et qui est, pour un documentaire, parce que ça en est un à la base, innove à droite et à gauche. Nous avons bien évidemment un remastering qui est fait sur les images, qui est un truc assez de fou, parce qu'à la base ce sont des images en 16 mm, assez pourries, des années 60, 69. Et le son est absolument incroyable aussi. Vous allez me dire, c'est normal pour un documentaire sur la musique, mais là, ça va à un niveau où même les voix sont mixées d'une certaine façon, où finalement, on vit une expérience vraiment immersive. Et c'est au-delà du documentaire ou du film, en fait. On est dans cette pièce, dans ces pièces, avec ces gens qui sont quand même assez extraordinaires. Hein. On parle de Lennon, McCartney, Harrison et Ringo Starr. Richard Starkey. Et on est complètement avec eux, et ça c'est dû à de la mise en scène. Parce qu'il y a aussi le montage, qui paraît bizarre un peu au début, parce que ça cut un peu souvent, mais pareil, ça prend l'essence de ce qu'est le montage, ça prend l'essence de ce qu'est une image, de ce qu'est le son, pour provoquer des émotions, un suivi, et surtout une immersion, comme j'ai rarement vu cette année. Et donc voilà, c'est le hors-cadre numéro 1, on va dire, que j'ai mis longtemps dans mon top en tant que film, mais je trouvais ça un peu quand même, un peu audacieux sur les bords, même beaucoup trop. Mais je vous invite à regarder Get Back. Que vous aimiez les Beatles ou que vous n'aimiez pas les Beatles, c'est intéressant à voir. Si vous aimez les Beatles, bien évidemment, c'est indispensable. Si vous n'aimez pas les Beatles, ben là... soit vous allez les détester à la fin, soit vous allez être complètement fou comme nous tous. Putain, je parle comme si on était une secte. Bref, regardez Get Back, dans tous les cas, c'est un travail de cinéaste, ma foi, très intéressant. Et maintenant, place au numéro 1 de ce top des meilleurs films que j'ai aimés en 2021, pour pas dire le top 10 parce que c'est un top 9, mais en fait, il y a 4 hors cadre. La vie est complexe. Mon top est complexe. C'est Power of the Dog de Jane Campion. Alors, ce qui est intéressant dans ce film de Jane Campion, c'est déjà que ça prend place dans le genre du western, qui est un genre que j'aime beaucoup, mais pourtant, c'est vraiment juste d'apparat, parce qu'en fait, c'est une tragédie avant tout. Et on comprend ça assez rapidement, puisque le film est découpé en 5 actes, mais genre vraiment, c'est écrit 1, 2, 3, 4, 5, quoi, avec des panneaux entre les trucs, et que donc, à chaque acte, on se retrouve avec un avancement dans l'intrigue et dans les révélations de ce qui se passe entre les personnages. Puisque c'est pour moi le truc qui m'a le plus plu, et on en a parlé déjà dans d'autres films, dans le top, c'est cet aspect vraiment stimulant en fait, qui m'intéresse au cinéma. C'est-à-dire à la fois la dimension émotionnelle, et intellectuelle, mais aussi d'immersion. Il y a tout ça dans ce film, en fait. C'est-à-dire qu'on suit les personnages en ayant
en étant balancé à la fois dans le je suis proche d'eux, je les regarde de loin, qu'est-ce qu'ils vont faire entre eux, on est entre anthropologues et puis tout d'un coup on est vraiment avec eux. Et en même temps, il y a une espèce de force qu'il y a dans le cinéma de Jane Campion, en tout cas dans ce film-là, qui est vraiment l'affaire d'une vieille de la vieille, qui est de la rétention d'informations en fait. C'est-à-dire que tout n'est pas dit dans le film, tout n'est pas dit dès le début, tout n'est pas dit à la fin non plus. Et c'est au spectateur d'être actif et de boucher ces trous-là avec tous les éléments qui nous sont apportés par la mise en scène, par la musique et par le jeu des acteurs. Tout ça fait que du coup, je trouve que c'était un très grand film, vraiment un film de cinéma qu'on voit malheureusement sur une plateforme. Je dis malheureusement parce que Jane Campion étant de la même nationalité du hors-cadre d'avant, Peter Jackson, néo-zélandaise, il y a forcément des paysages assez hallucinants à voir. En plus de ça, un travail sur la photo qui est à tomber par terre. On pense notamment parfois, et c'est ça qui est assez étonnant aussi, puisque le film navigue, en plus de naviguer entre toutes ces dimensions, navigue aussi entre les genres, puisque à certains moments, on pense notamment au cinéma de Hitchcock, ce qu'on n'attend pas du tout au départ quand on entre dans cette histoire avec cet apparat de western. Donc c'est un grand film, voyez-le, c'est le film qui m'a le plus galvanisé, qui m'a le plus intéressé et que je reverrai avec beaucoup de plaisir plusieurs fois. Power of the Dog de Jane Campion, c'est mon film de l'année. Quel est le vôtre? Répondez en commentaire, venez sur Twitch nous voir en live. Et voilà, c'est la fin de ce top. J'espère que ça vous a plu, que vous avez découvert des films, que vous avez peut-être envie de voir des films que vous avez déjà vus qui passaient, mais pas forcément être allé dedans parce que y a plein de choses à voir à l'heure actuelle. J'espère que ça n'a pas été trop complexe ce truc de deux listes parallèles comme ça qui se répondent et qui sont un peu chelous, mais comme l'époque. Je rappelle, vous pouvez me voir sur Twitch, sur la chaîne Les Deeple avec mon comparse Adrien Clément. On est très actifs, on est là toutes les semaines. Là, on est un peu en stand-by en ce moment parce qu'on est en train de refondre un peu l'interface du stream et tout. Mais on va très bientôt recommencer. Nous parlons de films, nous parlons de news cinéma, on parle que de cinéma, mais encore mieux que ça, on en fait. Ça s'appelle des haïkus. Ce sont des petits films qu'on fait de 20 secondes à partir d'un mot qu'on a tiré au hasard. Et on a juste une semaine pour réaliser ça et on fait ça depuis le mois de mars. Donc allez voir notre stream, allez voir nos VOD, allez voir nos haïkus et soyez comblés. Et sur ce, j'ai envie de vous dire, bonne année. Quand même. Ciao Internet.